Dans cette vidéo, je prends deux endomorphismes U et V, je suppose qu'ils commutent, et je suppose que l'intersection de leur noyau est triviale. Et ce qu'on va montrer dans cet exercice, c'est que ça implique que pour tout I et J, j'ai quart de UI inter quart de VJ qui est égal à 0. Donc ça va permettre de voir un truc qui est vraiment utile, qui est la récurrence double. Enfin, la récurrence double sur deux indices, je veux dire. Donc, ce qui marche dans ces cas-là, c'est que tu vois que là, on a deux indices, on voit qu'on va devoir réutiliser les hypothèses d'avant pour déterminer ce qui se passe ici. Donc déjà, je t'encourage à chercher l'exercice. Donc, le point, c'est de faire une récurrence sur la somme des deux. Quand tu as des doubles indices comme ça, quand tu as I et J et que tu veux faire une récurrence sur les deux à la fois, en général, faire sur la somme, ça marche toujours parce que ça permet de faire diminuer n'importe lequel des deux. C'est-à-dire que si je fais une récurrence sur la somme et que j'ai envie de faire diminuer I de 1 et utiliser l'hypothèse I-1J, j'ai le droit. Par contre, je peux aussi utiliser IJ-1, ce qui peut être pratique. Et il y a une deuxième manière de faire des récurrences quand il y a deux indices qui est aussi utile, dont je parlerai à la fin. Voilà donc. Le point, c'est de faire une récurrence sur L égale I plus J, donc on y va. Je prends X dans le quart de UI inter quart de VJ. Et le point, c'est qu'on peut montrer que U de X est dans le noyau de UI-1 inter noyau de VJ. Ok, est-ce que c'est clair pour toi, ça pour toi? Donc, il faut montrer deux choses. Il faut montrer que U de X est dans le noyau de UI-1 et que U de X est dans le noyau de VJ. Donc le fait que U de X est dans le noyau de UI-1, ça c'est découle du fait que quand j'évalue UI-1 en U de X, c'est UI de X, donc c'est 0 par hypothèse. Et maintenant le fait que c'est dans VJ, tu peux dire que comme U commute à V, U commute à V puissance J, et donc U stabilise le noyau de V puissance J. Parce que je te rappelle que quand j'ai deux endomorphismes qui commutent, l'un stabilise le noyau et l'image de l'autre. Donc en particulier, comme U V puissance J c'est égal à V puissance J U, j'ai que U de X, VJ évalué en U de X est égal à U de VJ de X, sauf que ça c'est 0. Ok, parce que X il est dans le noyau de VJ. Et donc j'ai que U de X est dans le noyau de VJ. Sauf que là je peux faire jouer l'hypothèse de récurrence, parce que j'ai fait diminuer la somme des deux, donc ça c'est égal à 0. Donc j'ai U de X qui est égal à 0. Et je peux faire la même chose, je peux regarder V de X. Si tu veux, c'est par symétrie de U et V, j'ai rien spécifié sur U et V. Je peux regarder V de X et j'ai encore une fois par le même argument qu'il est dans le noyau de U puissance I inter noyau de V à la puissance J-1. Pour les mêmes arguments, parce que V stabilise le noyau de U puissance I et parce que V de X évalue en VJ-1. Enfin, VJ-1, quand je l'évalue en V de X, c'est 0. Et donc j'ai que V de X est égal à 0. Et là, j'utilise ma magnifique hypothèse. Le fait que l'intersection des noyaux est triviale me dit que j'ai X égale 0. Ce qui conclut la récurrence parce que j'ai montré que tout élément de l'intersection des noyaux était nul. Donc je fais une petite aparté ici, tu vois qu'on a fait une récurrence sur la somme des deux. J'ai parlé d'une autre récurrence qui s'appelle la récurrence lexicographique. Donc c'est quoi la récurrence lexicographique? C'est le fait que mettons que tu as envie de montrer des récurrences sur un couple d'entiers comme ici, et tu veux, pour montrer I et J, on a besoin de I-1 et J plus 10 par exemple. Enfin, on a besoin d'un truc qui est beaucoup plus gros que la somme des deux. On a fait décroître I, mais on a en même temps fait croître J. C'est possible de faire une récurrence avec l'ordre lexicographique qui nous garantit que quand j'ai envie de montrer l'étape IJ, on peut supposer I-1, on peut supposer I-1, J plus 1, J plus 2 et tout. Et comment on fait ça? Ce qu'on fait concrètement, c'est que ce qu'on fait, c'est une sorte de récurrence double, c'est-à-dire que on montre le cas 0, 0, on montre le cas 0, 1 et tout par récurrence. Donc c'est-à-dire qu'on fait les choses dans un certain ordre.
Il y a vraiment un ordre qui est caché là, qui s'appelle l'ordre lexicographique. Mais expliquer ça de manière un peu avec les mains, ça va convaincre ton examinateur. Enfin, tout le monde connaît l'ordre. Enfin, ce qui se passe, c'est que tu montres, dans un certain ordre, tu montes d'abord la coordonnée de droite. D'abord, tu fais monter la coordonnée de droite. Tu fais ça jusqu'à l'infini. Donc là, tu as 0,10 puissance 5 si tu veux, et tu continues. Et ensuite, une fois que tu as montré tout ça, tu montres 1, 0, puis 1, 1, puis tout ça. Et bien ça rend visible que quand je suis en train de montrer 1, 1, je peux supposer que j'ai montré 0,45 000. Tu vois ce que je veux dire? Si si au lieu de montrer les choses, au lieu de faire croître la somme, tu fais croître d'abord la deuxième coordonnée, puis la première coordonnée, tu peux supposer quand tu es en train de montrer I, J, que tu as déjà fait I moins 1, J plus 40 000. Voilà, ça c'est l'ordre lexicographique et qui est assez pratique quand tu as une certaine antisymétrie entre les coordonnées. Tu vois que là, comme I et J étaient symétriques, au final, on n'a pas eu besoin de l'utiliser. Par contre, quand tu as une coordonnée qui demande à aller chercher très loin dans la deuxième coordonnée, c'est-à-dire que pour montrer I et J, tu as besoin d'aller regarder I-1, J plus 4 par exemple, tu peux utiliser l'ordre lexicographique. Et de manière générale, c'est bien quand tu fais des preuves en colle, d'essayer d'exposer les arguments, d'exposer pourquoi tu as l'impression que la récurrence va marcher, et ensuite de rédiger les détails. Est-ce qu'on prend une récurrence simple, une récurrence double, une récurrence forte, une récurrence double, enfin ça tu le fais à la fin suivant tes besoins en fait. C'est vrai que il faut faire les choses un peu dans l'ordre opposé que celui que tu lis dans les corrigés. Il faut faire les choses dans l'ordre. Tu trouves pourquoi ça a l'air vrai, donc en quelque sorte tu cherches les dernières phrases de la preuve, et ensuite tu complètes en faisant les détails. Ça c'est plus productif parce que tu perds pas ton temps à rédiger des trucs inutilement. Voilà, moi quand j'étais en colle, j'attendais que j'ai compris l'exercice. Si je le comprenais pas, je disais ce que j'avais compris et je parlais au colleur. Mais dès que je le comprenais, je rédigeais pas du tout, je disais au colleur, c'est bon, je pense que je l'ai compris. Et dès qu'il me disait, là, ce point-là, tu peux me le rédiger, ok, je le rédigeais, mais je perdais pas du temps à rédiger des trucs que je connaissais pas. Enfin, soit que je connaissais pas, ou soit que je connaissais bien. J'essayais de passer 100% de mon temps à justement chercher l'exercice, et dès que j'avais l'impression de comprendre, je le disais au colleur. Et très souvent, c'était en fait c'est un point positif de rédiger le moins possible devant ton colleur, parce que ça montre que tu maîtrises ce que tu fais dans ta tête, que tu n'es pas en train de mettre des phrases au pif en espérant que ça fasse une preuve qui marche sémantiquement parlant.